Lundi 11 novembre 2024, bonjour et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire du journal. Certification des bénéficiaires du programme Gbesoké. Une délégation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance était à Parakou pour la circonstance. Colombe Amandi nous fait le point dans ce 13h. Le mois de novembre désormais consacré mois de l'entrepreneuriat au Bénin. L'objectif est de mettre en lumière le rôle des entrepreneurs dans le développement économique et social du pays. Le dossier économie nous édifie sur tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les réformes entreprises au ministère des Sports en 8 ans de gouvernance de Patrice Talon passées au peigne fin. On revient dans ce journal sur quelques grandes lignes des réalisations et exploits. On démarre avec la descente d'une délégation du programme Gbesoké conduite par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à Parakou. La phase de certification des bénéficiaires de ce programme s'y déroule. Elle s'est tenue à la faveur d'une assemblée générale qui a eu lieu à Tourou dans le premier arrondissement de Parakou. Les détails, c'est avec Colombe Amandi et Olviga Messan. Une phase de certification en prélude au transfert monétaire aux populations vulnérables préalablement recensées. C'est une opération qui vient régler les difficultés liées à l'identification des bénéficiaires du programme Gbesoké dont les données personnelles posent problème. Ils sont venus dans un premier temps faire l'enquête de certification. Dans le protocole, l'INSAD est chargé de nous certifier la base que nous avons. C'est cette base-là que nous allons utiliser pour pouvoir faire les transferts. La certification nous a montré des résultats un peu mitigés. J'ai dit tout à l'heure, il reste 40% que nous n'avons pas atteints. Il y a encore, parmi ceux que les 60% qu'on a atteints, il y a environ 4000 sur lesquels on doute. Puisque lors de la remise des 4 SIM ou bien des 4 NPI, j'avais parlé tantôt des décès et des déplacés. Les gens ont tendance à remplacer. Dans ce processus de remplacement, ils biaisent la notion de ménage. Sur les 1747 qui devront bénéficier de ces CASIM, nous avons 1247 sur lesquels nous voulons faire cette enquête de certification dans la commune de Parakou. Nous sommes très contents du projet et nous sommes très contents de l'action du président, M. Patrice Talon. Nous sommes très contents du projet parce que la population attendait le projet depuis fort longtemps. On attend ça de gauche à droite, mais ici c'était en retard. Comme c'est arrivé aujourd'hui, nous sommes très contents. Le programme Filet de protection sociale Gbesoké vient en renforcement aux efforts mis en œuvre par le gouvernement béninois visant la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Il va impacter des millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. La phase pilote prend en compte une commune par département. Le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance a ainsi lancé la mise à jour des données des ménages pauvres extrêmes bénéficiaires du programme Gbesoké. Une actualisation qui fait suite au constat de certaines anomalies dans le fichier antérieur établi en 2018. Et la mise à jour a eu lieu déjà dans la zone d'intervention de la phase pilote du programme à Cotonou. Une équipe conduite par Uvaïs Balogun est allée faire le constat. Barthélemy est un pêcheur. Père de 8 enfants, il vit à Ladji, l'un des quartiers les plus précaires du département du littoral. Il est ici pour actualiser ces données dans le cadre de l'opération de mise à jour des informations des personnes bénéficiaires du programme Gbesoké. L'opération est mise en œuvre par le ministère en charge des Affaires sociales. Le travail qui se fait sur le terrain consiste à aller vers les ménages et à pouvoir valider leur caractère pauvre extrême. Et vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes à Ladji
où la population s'est déplacée, où on essaie d'évaluer leur caractère pauvre extrême, mais les opérateurs vont aussi dans les communautés pour rencontrer ces ménages, pour certifier ces ménages-là. Une certification devenue nécessaire au regard des anomalies constatées dans la base de données préalablement établie depuis 2018. 2018, à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Cette opération, lancée dans 12 communes pilotes, va permettre d'épurer la liste des ménages pauvres extrêmes ciblés par le programme Gbesoké. Un programme destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Un soulagement pour les habitants de Kotopunga dans la commune de Natitengu. Ils viennent de bénéficier d'un appui conjoint des forces armées béninoises et américaines dans la lutte contre l'insécurité. Et c'est dans le cadre des opérations d'action civilo-militaire. Jusqu'à Kovi et Nokohumpati pour plus de précisions. Des soins gratuits offerts par les militaires, c'est l'action civilo-militaire en cours ici à Kotopunga, dans la commune de Natitengu. Les habitants vivant sous la menace de groupes terroristes bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite pour améliorer leur état de santé et leur bien-être. Notre premier objectif d'abord, c'est d'apporter des soins préventifs et curatifs aux populations de Kotopunga. Mais le deuxième objectif, c'est d'être en symbiose pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre le mal qui est en train de nous ruiner. Je veux parler du terrorisme. De la maternité aux soins préventifs en passant par la médecine générale, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance et un fort sentiment d'appartenance à leur communauté et à la nation béninoise. Je suis venue ici pour recevoir des soins. J'avais la toux, le rhume. Je dis merci aux hommes en uniforme et aux blancs. Nous sommes bien soignés. On nous a bien reçus. J'ai déjà eu mes médicaments. Ils m'ont donné suffisamment. Je remercie beaucoup aussi le gouvernement qui a pensé à nous. Je suis bien soigné. Je remercie le gouvernement. Je remercie les hommes qui sont venus. Mon équipe et moi travaillons continuellement avec l'équipe des ACM Bénin depuis quelques mois maintenant. Nous avons eu pas mal de recommandations pour les médicaments et les localités potentielles pour cet événement médical. Notre objectif aujourd'hui à travers cet événement médical est d'aider à améliorer la relation entre la population locale et les militaires afin que la population se familiarise avec les soldats qui leur apportent du soutien, surtout avec la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le gouvernement béninois et les États-Unis, est soutenue par l'organisation Spirit of America. Nous, on représente les citoyens américains aussi, qui veulent de leur part soutenir les efforts des forces américaines dans le monde, mais aussi leurs partenaires. Justement, le colonel Tassou et son équipe qui a mis en place tous ces efforts. Bon, ça, c'est le troisième qu'on a fait avec eux. Et ça se montre qu'eux, ils sont doués à ça. Ils savent le faire et ils le font très bien. Au-delà de Kotopunga, d'autres localités touchées par les menaces bénéficieront également de ce programme. Cette coopération bénino-américaine vise à renforcer la résilience des populations face aux défis sécuritaires. Novembre 2024, mois consacré à l'entrepreneuriat au Bénin. L'initiative est à sa première édition avec pour objectif la mise en lumière du rôle des entrepreneurs dans le développement économique et social du Bénin. Le desk économie de votre rédaction se penche ce lundi sur la thématique. Que faut-il savoir avant de se lancer en entrepreneuriat? C'est le thème du dossier économie de ce lundi que nous propose Alessandra Jota. Créer, gérer, diriger et développer une entreprise, c'est à cela que renvoie l'entrepreneuriat, tout pas de l'idée d'une offre de produits ou de services. Quand vous avez une bonne idée et quand il y a un marché qui est disponible, les portes des ressources financières s'ouvrent plus facilement. Le but ultime doit être la finalité du produit ou du service que vous mettez sur le marché. Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça permet de satisfaire les besoins d'une certaine catégorie
de personnes et que ça permet de résoudre un problème dans votre communauté. L'étape suivante, la conception du business plan. C'est une présentation du projet d'entreprise qui renseigne entre autres sur les chiffres d'affaires attendus. Un document important dans la mobilisation du financement. Il y a tout un système aujourd'hui qui est disponible pour vous accompagner, surtout avec l'arrivée du guichet unique que l'État met en place, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises que l'État a mis en place. Ils sont là également pour accompagner les jeunes entrepreneurs à avoir accès au marché, à concrétiser leurs idées. Bien évidemment, vous devez commencer à produire. Il y a que vous avez besoin du fonds de roulement pour les premières productions. Et ça, une subvention peut vous aider ou un crédit bancaire peut vous aider. La première difficulté pour tout entrepreneur, c'est d'abord le financement. La question du financement reste une préoccupation majeure. Le taux d'intérêt au niveau des banques ne nous arrange pas trop, parce que c'est à un taux de 12%, voire plus. Or, dans d'autres pays, qui sont des pays concurrents qui envoient également le produit ici, ils ont des taux bonifiés. Pour aller vers les banques, ce qu'on nous exige pour pouvoir réellement contracter des prêts, c'est énorme. Maintenant, si vous êtes un jeune entrepreneur, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous êtes difficile parce qu'on vous demande des titres fonciers, on vous demande des cautions, c'est le genre de cautions que vous n'avez pas. Donc, on se dirige d'abord vers les microfinances pour pouvoir faire ses prêts, pour pouvoir se lancer. En tant qu'ancienne banquière, j'estime que la plupart des entreprises, bien souvent, sont amenées à solliciter du prêt. Est-ce que c'est en phase de démarrage? Ce n'est pas forcément le meilleur outil, mais à un moment, un prêt, pour tout type d'entreprise, peut faire du sens. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le prêt va financer. Est-ce que c'est un équipement? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est du fonds de roulement? Tout ça, ça s'étudie justement en fonction des besoins. L'une des possibilités, c'est de vraiment se diriger vers la microfinance, par exemple. Ça leur permet quand même de démarrer une certaine activité et de créer un historique de remboursement. Dans le passé récent, il faut remarquer que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs ont reçu des subventions, ont reçu des ressources, mais n'ont pas investi dans l'entreprise comme cela se doit. Ils sont allés acheter du terrain, ils sont allés acheter des voitures, ils se sont mariés avec. Finalement, le résultat attendu quand ils ont eu le financement, ce résultat n'était plus au rendez-vous. Ce sont des erreurs à ne surtout pas commettre, au risque de condamner l'entreprise à la faillite. Les spécialistes recommandent aux jeunes entrepreneurs de se faire former dans les domaines de management des ressources et de la gestion des finances. Allons à présent en savoir un peu plus sur les nouvelles opportunités de financement offertes par le projet français Vivre ensemble par le sport. Ahmed Taoufik, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport, a présenté ces opportunités aux responsables des fédérations sportives. Il a mis l'accent sur la stratégie, la planification et la méthode à développer pour obtenir le financement. Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. Suivant le compte rendu de Hugues Zinsouzouna. Un financement de l'ambassade de France au Bénin en partenariat avec le ministère des Sports pour soulager les différentes fédérations sportives. Et c'est le conseil technique à la jeunesse, aux loisirs et au handisport qui annonce la bonne nouvelle aux responsables fédéraux au cours de ces échanges. Nous avons voulu échanger avec les différentes fédérations béninoises aujourd'hui pour les informer sur les différentes opportunités de financement que le sport offre avec l'ambassade de France et le ministère des Sports. La substance d'aujourd'hui se base sur un projet que l'ambassade de France lancera qui s'intitule « Vivre ensemble par le sport ». Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'informer les fédérations sportives sur ce projet-là et les expliquer comment postuler pour cet appel à projet. Pour en bénéficier, il faut élaborer un projet structuré, viable et convaincant. Avec les orientations du conseiller technique aujourd'hui, je crois qu'on est bien outillé pour présenter un très bon projet afin de bénéficier encore de ce financement les années à venir. Notre projet tourne autour des personnes handicapées physiques, des personnes handicapées de la vue, des personnes handicapées auditives et des personnes handicapées intellectuelles.
le projet, à part donc l'initiation au handi basket, nous allons donc les former aux activités génératrices de revenus. Aux différentes fédérations de bien utiliser ces fonds une fois qu'elles en bénéficieront. On reste un instant dans la maison sport et pour voir quelques lignes du bilan du PAG en 8 ans de gouvernance. Le gouvernement de Patrice Talon s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2026 et ceci dans tous les secteurs. Ainsi, le département ministériel des sports n'est pas laissé pour compte. Des réalisations, des exploits sont faits et aussi des erreurs techniques sont relevées au cours des prouesses. Suivez ici, dans ce reportage de Gloria Oni, qui nous en dit plus. Un engagement sur plusieurs fronts, une ardeur inaltérable pour un sport plus compétitif sur le plan international. Les efforts pour le développement harmonieux du sport national sont sans cesse croissants. Vous vous souvenez qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour l'efficacité du programme des classes sportives nécessitent des subventions émanant de l'État. Ça permettra à tout le monde de se mettre au travail, à tout le monde d'être discipliné et à tout le monde d'être correct et de savoir comment utiliser ces subventions-là. À partir de maintenant, chacun sait déjà sur quoi, par rapport à quoi et en fonction de quoi il sera évalué pour la subvention de 2025. Donc chacun déjà verra ici en 2025 peut déjà se faire une idée de ce qu'il attend. Le déclassement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou relève de la non-conformité de la pelouse, la non-uniformisation de l'intensité de la lumière dans les différentes zones de la pelouse et bien d'autres raisons techniques. Pour pallier ces observations, les dispositions sont mises en œuvre en collaboration avec le concessionnaire, la Caisse nationale de sécurité sociale, et le contrat est en cours de signature avec les prestataires chargés de réaliser les travaux. En l'état, il faut que les exigences de la Confédération africaine de football soient respectées avant que notre stade soit à nouveau apte à accueillir les spectateurs pour de beaux matchs. De nouveaux joyaux sportifs vont voir le jour et cette fois-ci vont répondre aux critères de sécurité, de capacité d'accueil et de confort. Les travaux de construction des académies sont en cours de finalisation. Il y aura bientôt une académie à caractère national intégrée dans le programme global de CME-City. Dans cette académie, on aura, outre les principales disciplines, une académie de tennis avec des cours en terre battue, en dur et en gazon. Il y aura 2 académies régionales, dont une à Parakou et l'autre à Porto Novo, et puis une académie de jeunes filles à Lokossa. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et plus de 3 milliards de francs CFA sont déboursés chaque année pour la constante performance des équipes nationales.
On parle encore sport et cette fois-ci avec les Jeux universitaires. La 11e édition a démarré ce week-end à Djougou. 600 athlètes et 10 établissements d'enseignement supérieur vont compétir. La cérémonie de lancement des Jeux s'est effectuée en présence de 3 membres du gouvernement. Jérôme Humbo pour plus de précisions. 669 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur sont invités à cette 11e édition des Jeux universitaires. Ils vont compétir en 5 disciplines: le football, le handball, le volleyball, le basketball et l'athlétisme. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués JUM 2024, des médailles et une récompense financière. Les chèques certifiés sont prêts et n'attendent que vous. La belle cité dongalaise des Pétoni, pendant 6 jours, va vibrer au rythme d'un brassage intellectuel, mais surtout physique. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette sublime occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour la construction de cette magnifique infrastructure qui nous accueille aujourd'hui. Le stade omnisport de Djougou, qui, j'en suis convaincu, a été déterminant dans le choix de la ville de Djougou pour abriter le présent événement. Le ministre des Sports, Benoît Dato, dont l'engagement n'est plus à démontrer pour une matérialisation sans faille de la vision du président Patrice Talon, s'est fait entourer des ministres Éléonore Yaïl Adékan de l'enseignement supérieur et Yves Kouaro Chabi du secondaire. Je prends le pari avec vous que cette 11e édition sera un succès retentissant. Battons-nous tous ensemble pour y arriver. Chers athlètes et membres de délégation, que votre séjour soit marqué par la convivialité, le fair play et l'excellence sportive. Profitez de ce beau département. Profitez de cette belle ville. Enfin, je souhaite à tous de vivre des moments inoubliables à Djougou, terre d'accueil et d'histoire qui nous offre un accueil chaleureux. Que les meilleurs gagnent. À cette véritable fête du sport universitaire du Bénin, une palette de techniciens, bénévoles, photojournalistes, webactivistes et autres entreprises sont mobilisés. Les Jeux universitaires, c'est aussi un village des Jeux pour les artistes et artisans du département de la Donga et autres, pour la valorisation du consommant local. L'imprudence sur nos routes est son lot de victimes. Cette fois-ci, c'est au carrefour Hubert Maga de Parakou. Un accident de la route entre un camion et une motocycliste a fait 1 mort et 2 blessés. Les détails avec Ronald Robinson. Un énième accident sur le tronçon Bayero carrefour Hubert Maga vient d'ôter la vie à une jeune dame. Prise en sandwich entre un camion gros porteur et un bus de transport en commun roulant à vive allure au niveau du carrefour Hubert Maga. Au dire des témoins, cette jeune femme a fini écrasée sous le camion. Une perte effroyable qui plonge ses proches dans une vive douleur. Vraiment, on ne comprend rien. Cet accident a également fait 2 blessés conduits d'urgence vers les centres de santé. Tout en émoi, des riverains et autres témoins ayant requis l'anonymat appellent à des mesures plus sérieuses pour sécuriser les passagers. Les accidents au niveau de Hubert Maga, là, tous les jours, c'est trop. Ce que nous on veut, là, que la police au moins vienne à notre aide. Reste au niveau de Hubert Maga, là, pour au moins assurer la sécurité. Ils n'ont qu'à s'arrêter pour nous guider. Surtout comme la fin d'année s'approche là. La circulation au Hubert Maga, rond-point là, c'est trop. Les belles viennent du fil, les titans. Les bus, les motos aussi, on ne sait plus comment. Vraiment, pardonnez, aidez-nous. J'ai bien envie que vraiment nos autorités, s'il faut mettre d'Odal, nos cas mettre d'Odal. Les allures des titans, des bus, des camions qui se passent de l'hôpital chinois jusqu'au carrefour, vraiment c'est dommage, c'est triste et c'est pas la peine. Parce qu'on pouvait toutefois éviter.
on peut tout éviter s'il n'y a pas d'excès de vitesse. Bon, on dirait même que c'est quand il rentre à Parakou qu'on veut voir si le moteur est en forme. C'est triste, c'est dommage et ça tue les gens. Avec la résurgence des cas d'accidents mortels, souvent enregistrés vers la fin d'année, ce drame a de quoi réveiller les bons comportements à observer, notamment la prudence en circulation. La seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation du Borgou au titre de l'année 2004 s'est ouverte le vendredi dernier à Parakou en présence des autorités de la préfecture du Borgou et de celles des 8 communes du département. Cette session s'est notamment penchée non seulement sur la validation du plan de développement communal 4e génération des communes du Borgou, excepté Parakou, mais aussi sur quelques missions d'institutions intervenant dans le Borgou. Ronald Robinson. Déjà, il y a 25 projets qui ont été financés avec plus de 2 milliards de francs CFA dans les secteurs des entreprises et également les sociétés coopératives, dans les filières de l'ANACAD, du karité, du maraîchage, de l'apiculture, de la production du maïs également et sa commercialisation, et ceci dans les 8 communes du département. Dans les 1 milliard de francs CFA mobilisés chaque année, le gouvernement du Bénin apporte 500 millions à travers le ministère des Petites et moyennes entreprises. Ils viennent d'élaborer le PDC 4e génération. Nous pensons quand même nous inspirer pour voir quelles sont les priorités au niveau de chaque commune. Essayer de travailler avec eux pour fournir une assistance technique et financière. L'Institut français leur offre l'opportunité de pouvoir faire leur procédure Campus France pour les jeunes qui veulent aller poursuivre leurs études en France. Nous avons le centre de langue pour ceux qui veulent faire les tests de connaissances en langue française parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour aller dans l'Hexagone, il y a des diplômes, des tests qui sont exigés et il faut se préparer afin de ne pas se voir bloqué lors d'un déplacement pour défaut de ces pièces-là. Aussi, nous avons la médiathèque de l'Institut français de Parakou qui leur offre une panoplie de livres. On a adressé à toute l'Assemblée notre première attente qui est de nous aider à faciliter la gestion des plaintes, la gestion de tout ce qui a comme problème au niveau des jeunes, des adolescents par rapport à l'accès aux services de santé. Eux-mêmes, ils ont demandé pourquoi à BMS, les centres jeunes amour et vie ne sont pas partout au Bénin. Donc, il y a une attente aussi à leur endroit de nous aider dans les communes qui n'en ont pas pour que les autres jeunes aussi puissent en bénéficier. Les Mauriciens étaient aux urnes hier pour des législatives à suspense. Le président russe Vladimir Poutine promet un soutien ferme de Moscou aux pays africains. Voici l'interactualité. Les Mauriciens élisent ce dimanche leurs députés. Environ 1 million d'électeurs sont inscrits pour ces 12e législatives de l'histoire de la République parlementaire mauricienne. Le leader de l'Alliance qui obtient la majorité devient Premier ministre puis nomme le président. La campagne a été marquée par un scandale d'écoute qui a fait craindre une érosion démocratique dans ce pays pourtant stable d'Afrique. Les résultats sont attendus lundi. La Russie et l'Afrique entament un nouveau chapitre de leur coopération avec le lancement de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Cet événement majeur se tient à Sochi et fait suite au succès du 2e sommet Russie-Afrique de 2023. Les participants sont des diplomates et des hauts fonctionnaires d'une 50aine de pays africains. Les discussions vont permettre d'explorer des sujets variés et de favoriser un échange fructueux entre les participants. Russie promet son soutien total aux pays africains. Je tiens à réaffirmer que notre pays continuera à apporter un soutien total à nos amis africains dans différents secteurs. Assurer un développement durable, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, combattre les épidémies, les problèmes alimentaires et les conséquences des catastrophes naturelles.
La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques démarre ce lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique. La COP29 réunit des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et de la société civile afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes déterminants de notre époque. Elle sera principalement axée sur le financement. C'est également un moment clé durant lequel les pays vont présenter leurs plans d'action nationaux actualisés sur le climat dans le cadre de l'accord de Paris qui sont attendus pour le début de l'année 2025. En Espagne, la colère ne retombe pas 2 semaines après les immenses pluies et inondations qui ont frappé la région de Valence. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une manifestation pour dénoncer l'inaction des autorités. Elles sont accusées par les sinistrés d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les inondations du 29 octobre dernier. Selon la délégation gouvernementale à Valence, la manifestation a rassemblé 130 000 personnes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci pour votre aimable attention.